Imagine une montagne. Pas de terre, mais de caoutchouc noir. Chaque année, la planète jette plus d'1 milliard de vieux pneus à la décharge. Et si tu les empilais tous ensemble, ils formeraient une montagne plus haute que les nuages. Ils ne pourrissent pas, ils ne brûlent pas d'eux-mêmes. Et lorsqu'ils finissent par s'enflammer sur un terrain vague, ils empoisonnent le ciel de dioxine pendant des mois. Je me tiens en pleine Pologne, sur une friche industrielle sous une pluie grise, devant les portes d'une usine de pyrolyse. Ça sent le caoutchouc mouillé et le métal chaud. Devant moi, un mur de 20 mètres fait de pneus morts. Et dans ce hangar, en ce moment même, on va les transformer en pétrole. Oui, tu as bien entendu, du vrai pétrole. À partir de cette même roue que tu as jetée l'an dernier. Et ce n'est ni un tour, ni de la magie. C'est de la chimie pure, chauffée à 450 degrés. D'abord, laisse-moi te faire peur avec des chiffres. Le monde fabrique près de 2,5 milliards de pneus neufs chaque année. Et presque autant de vieux finissent à la décharge. Rien qu'aux États-Unis, c'est 285 millions de pneus usagés par an. Chacun pèse une dizaine de kilos. Multiplie et tu obtiens des millions de tonnes de caoutchouc noir dont personne ne sait quoi faire. Pendant des décennies, on faisait l'une de deux choses. Soit on les enfouissait, et le pneu reste dans la terre 200 ans sans se décomposer, accumulant l'eau de pluie et élevant des moustiques. Soit on les brûlait, et alors des métaux lourds et des cancérigènes s'envolaient dans l'air. Marek m'accueille, ingénieur de l'usine, dans une veste maculée de graisse. « Les gens croient qu'un pneu, c'est un déchet !» crie-t-il par-dessus le vacarme. « Et moi, je vois un baril de pétrole, un morceau d'acier et un sac de noir de carbone. Il suffit de les séparer. » Et il m'emmène à l'intérieur. La première chose qui te frappe, c'est le bruit. Ici, les broyeurs dévorent les pneus comme si une bête géante broyait des os. Un pneu de camion, de ceux sur lesquels tu ne t'assoirais même pas, devient en quelques secondes des lambeaux noirs. La vibration remonte par le sol droit dans les dents. Mais découper n'est qu'un échauffement. Le vrai miracle se produit ensuite, dans un énorme cylindre d'acier que Marek appelle réacteur. On y charge le caoutchouc broyé, on le ferme hermétiquement et on en aspire tout l'air. Voilà la clé de tout. Pas d'oxygène, pas de feu. S'il y avait de l'oxygène ici, tout brûlerait jusqu'à devenir cendre, explique Marek en tapotant l'acier froid. Mais nous, on ne brûle pas, on cuit. Comme dans une cocotte minute, sauf qu'au lieu d'un ragoût, il y a du vieux caoutchouc. Le réacteur chauffe lentement. L'aiguille grimpe à 400, puis à 450 degrés Celsius. Dans ce four scellé et sans oxygène, le caoutchouc ne brûle pas, il se décompose en molécules. Ce procédé s'appelle la pyrolyse, du grec « décomposition par le feu ». Je pose la paume sur le revêtement du réacteur, à 1 mètre de la paroi, et la retire d'un coup. La chaleur est telle que l'air au-dessus tremble, comme au-dessus de l'asphalte brûlante en été. À l'intérieur, dans une obscurité sans la moindre étincelle, le caoutchouc solide que tu ne pourrais déchirer à main nue se change en vapeur brûlante. Regarde le manomètre, Marek pointe l'appareil. La pression monte, c'est le caoutchouc qui s'évapore. Ce qui fut pendant des heures une roue solide est maintenant du gaz. Et ce gaz, on va l'attraper. Et c'est là que commence le plus beau. La vapeur brûlante du réacteur parcourt des tuyaux jusqu'à un condenseur, un système de refroidissement. La même chose qu'avec la vapeur au-dessus d'une bouilloire, lorsqu'elle se dépose en gouttes sur le couvercle froid. Sauf qu'ici, de la vapeur ne se dépose pas de l'eau,
mais un liquide sombre et huileux. Marek ouvre un robinet, et dans un bocal de verre coule quelque chose de noir, d'épais, avec une forte odeur de pétrole. « La voilà !» Il lève le bocal à contre-jour. « De l'huile de pyrolyse. D'une tonne de pneus, on en tire environ 400 kilos. Presque la moitié de la vieille roue se transforme en carburant. Cette huile est filtrée et vendue à des usines, des fours à ciment, des chaudières, comme substitut du fioul. Ce pourquoi tu payais avant pour qu'on l'emporte, coule désormais dans un fût comme produit fini. Mais l'huile n'est pas la fin. Dans le réacteur reste un résidu solide et noir. Et dedans, 2 trésors. Le premier, c'est l'acier. Dans chaque pneu se trouve une carcasse d'acier, un fil qui maintient la forme sous le poids de la voiture. C'est environ 15% du poids du pneu. Après la pyrolyse, le caoutchouc qui enrobait le fil a disparu et le métal pur se retire tout simplement avec des aimants. Marek prend une poignée de fil tordu. Ça repart à l'acierie, ça redeviendra de l'acier. Le second trésor est plus noir que la nuit elle-même. Le noir de carbone, le carbone technique. On l'avait jadis insufflé dans le caoutchouc à l'usine pour rendre le pneu résistant et noir. Maintenant, on le récupère. C'est une poudre si fine qu'elle colle à la peau et ne se lave pas. Et elle aussi se vend, de retour dans la fabrication de caoutchouc, de peinture, de pneus neufs. La boucle se referme. Reste le gaz, celui qui n'a pas voulu se condenser en huile. On le croirait un déchet. Mais Marek sourit et m'emmène vers un brûleur. Avec ça, on chauffe le réacteur lui-même. Ce gaz est recyclé vers le brûleur et maintient la chaleur du lot suivant. L'usine se nourrit elle-même d'énergie. Le pneu devient littéralement le combustible qui cuit le pneu suivant. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Un vieux pneu, c'est du pétrole condensé. On le lui a mis à l'usine. C'est pourquoi le pouvoir calorifique du caoutchouc est d'environ 30 à 33 mégajoules par kilo. C'est plus que le charbon, qui en a 24 à 27. Une tonne de vieux pneus donne autant de chaleur qu'une tonne et demie de charbon. Ce qui puait à la décharge est en réalité de l'énergie concentrée. Et si l'on ne cuit pas le pneu, mais qu'on le broie simplement, on obtient encore un produit. Le granulat de caoutchouc. Un fin grain noir que tu as vu sans le savoir. Il est sous tes pieds dans les aires de jeu, sur la piste d'athlétisme du stade, sur le terrain de foot synthétique, dans les dalles de caoutchouc près de la piscine. Souple, ne glisse pas, tu ne te blesses pas en tombant. Tout cela, c'est lui, ton vieux pneu. Je franchis la porte. La pluie a cessé. Cette même montagne de caoutchouc noir ne me semble plus un déchet. Maintenant, j'y vois des barils de pétrole, des lingots d'acier, des sacs de noir de carbone et de la chaleur pour une ville entière. Nous sommes habitués à ce que le progrès soit quelque chose de propre et de blanc. Mais parfois, il est noir, collant et sent le caoutchouc brûlé. Et c'est précisément lui qui sauve la planète d'une montagne plus haute que les nuages. Si vous voulez voir à quoi ressemble le bout du monde industriel, venez à Ecatepec. Cette banlieue de Mexico ne vous accueillera ni avec des mariachis, ni avec des cocktails sur la plage. Ici, l'air est épais des gaz d'échappement de vieilles coccinelles Volkswagen, et les montagnes alentours sont enveloppées d'un smog grisâtre. Mais c'est précisément ici, au milieu des rues poussiéreuses et du chaos incessant, que se joue ce que les Mexicains appellent leur révolution silencieuse. Je me tiens devant les grilles de l'usine Granutech. Dans ma chaussure droite, un caillou s'est coincé, et dans ma bouche persiste le goût de tacos bon marché aux pores mêlés de poussière. Mais devant moi s'ouvre un enfer noir qui se transforme en salut pour ce pays.
Le Mexique a un problème. Non, ce n'est pas assez dire. Le Mexique fait face à une catastrophe. Chaque année, plus de 40 millions de pneus sont mis au rebut. La plupart finissent dans des canyons, des rivières ou sur des terrains vagues où ils sont brûlés, empoisonnant l'air avec des dioxines. Pour Mexico, ville qui étouffe dans sa propre cuvette, c'est un poison lent. Mais il y a un autre fléau, les routes. À Mexico, elles ne sont pas simplement mauvaises, elles sont vivantes. À cause des séismes incessants, de l'affaissement des sols et des pluies tropicales, l'asphalte se fissure ici plus vite que vous ne pouvez dire « gracias ». Le bitume traditionnel devient cassant sous le soleil brûlant d'altitude et se fait emporter par la première averse. Nous avons décidé de croiser ces deux problèmes pour qu'ils s'annihilent mutuellement, me confie Carlos, ingénieur chez Granutech, essuyant la sueur de son front d'une main maculée de cambouis. Ses yeux brillent de fierté. Et je comprends pourquoi. Nous entrons à l'intérieur. Ici, rien de la stérilité des laboratoires américains. Ici règne une véritable effervescence. La première étape, c'est la réception. D'énormes camions, rouillés et cabossés par la vie, déversent des milliers de pneus directement dans une cour poussiéreuse. Le spectacle est accablant, de véritables montagnes de caoutchouc noir qui empestent le brûlé sous le soleil. Mais dès qu'ils entrent sur le tapis roulant, la magie opère. Les broyeurs Granutech sont de véritables monstres. Ils ne coupent pas, ils déchirent. Le bruit évoque une créature de fer géante en train de broyer des os. Les vibrations traversent le sol, remontent dans les jambes et font claquer les dents. Ici, impossible de parler. On communique par gestes. Je vois un pneu de poids lourd se transformer en lambeaux, en quelques secondes à peine. Ici, loin des usines aseptisées d'Europe, on voit chaque goutte de sueur des ouvriers. Ils trient à la main ce que les aimants n'ont pas attrapé. C'est un travail sale, difficile, honnête. La poussière est si dense que la lumière du soleil la transperce en colonnes dorées. Nous passons à la zone de broyage fin. Ici, le caoutchouc traverse une cascade de broyeurs, devenant de plus en plus fin, jusqu'à se transformer en farine de caoutchouc. C'est l'ingrédient secret. Carlos prend une poignée de cette poussière noire et me la tend. Elle est tiède, presque chaude. « Ce n'est pas un déchet !» me crie-t-il à l'oreille. « C'est de l'élasticité. C'est ce qui empêchera l'asphalte de se fissurer quand la terre sous Mexico tremblera à nouveau. » Les Mexicains sont fiers de cette technologie. Et ils ont raison. Une route avec ajout de vieux pneus dure 3 fois plus longtemps. Elle ne craint pas l'eau, car le caoutchouc repousse l'humidité, l'empêchant de pénétrer dans les pores et de détruire la base. De plus, ces routes sont bien plus silencieuses. Mexico est l'une des villes les plus bruyantes de la planète, et chaque décibel absorbé par cette autoroute en caoutchouc est une bénédiction. Si le broyeur incarne la force brute de l'usine Granutech, l'atelier de modification du bitume en est l'esprit raffiné et dangereux. Nous quittons la cour bruyante et gravissons un escalier métallique vers une plateforme où trônent des cuves de mélange gigantesques. Ici, l'air change de nature. À la place de la poussière sèche de caoutchouc, vos poumons s'emplissent d'un brouillard lourd et huileux. C'est l'odeur du bitume chaud, mêlée à l'arôme douceâtre des polymères en fusion. Au centre de la plateforme se dresse le réacteur, un immense thermos d'acier à l'intérieur duquel se produit une véritable alchimie. La température y est maintenue à 180 degrés Celsius. C'est un seuil critique. En dessous, la réaction ne démarre pas. Au-dessus, le bitume s'oxyde rapidement et perd ses propriétés. Je vois, à travers une vis automatisée, se déverser dans le bitume brûlant, noir comme la nuit, cette même farine noire, des particules de caoutchouc d'1 millimètre maximum.
Dès que la miette touche le liquide brûlant, un miracle physico-chimique s'opère. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais les capteurs sur les écrans l'attestent. La viscosité du mélange se met à grimper en flèche. Le caoutchouc ne fond pas simplement, car celui des pneus est vulcanisé, il ne peut se liquéfier comme de la glace. À la place, c'est l'adsorption qui entre en jeu. Les particules de gomme se mettent à boire, les fractions pétrolières légères du bitume. Une particule de caoutchouc double ou triple de volume. Elle gonfle, devenant une structure gélatineuse, souple et élastique. À l'intérieur du réacteur, les malaxeurs à haut cisaillement incorporent littéralement cette gomme gonflée dans la structure du bitume. Ce ne sont plus deux substances distinctes. C'est un liant modifié. « Regarde le manomètre !» hurle Carlos en désignant l'appareil. La pression monte, le mélange devient plus épais que du miel. Au niveau moléculaire, se produit une dévulcanisation. Une partie des liaisons soufrées du caoutchouc se rompt et les chaînes polymères s'entrelacent avec les molécules de bitume. Elles forment un nouveau réseau, une sorte d'armature à l'échelle microscopique. C'est précisément ce réseau qui constitue le secret de cette éternité. Comparons maintenant. L'asphalte ordinaire, c'est de la pierre agglomérée par du bitume pur. Sous le soleil ardent de Mexico, il ramollit. La nuit, lorsque les températures fraîchissent, il durcit et devient friable. Avec le temps, il finit par ressembler à un biscuit sablé desséché. Il suffit qu'un poids lourd roule sur un tel revêtement pour que des micro-fissures apparaissent. L'eau s'y infiltre, gèle ou érode simplement la base. Et voilà! Vous retrouvez un nid de poule à la place de la route. L'asphalte au caoutchouc de Granutech fonctionne comme une dalle de caoutchouc résistante. Lorsqu'un camion exerce une pression sur cet asphalte, celui-ci ne se fissure pas. Il se déforme et, c'est le plus important, reprend sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la récupération élastique. Nous nous approchons du robinet de sortie, où Carlos recueille un peu du mélange final dans un récipient métallique pour le tester. Lorsqu'il refroidit légèrement, il l'étire comme du caoutchouc. Un bitume ordinaire se déchirerait tout simplement, mais celui-ci forme de longs filaments, rebondit et se rétracte à nouveau. Sous nos yeux, en ce moment même, des tonnes de cette masse noire se déversent dans la benne du camion. La température se maintient toujours aux alentours de 160 degrés. Le mélange exhale la puissance et le progrès. Ce camion prendra la route vers la périphérie d'Ecatepec, où demain matin, les Mexicains se rendront au travail par cette nouvelle voie. Une route qui ne craindra ni le soleil du Texas, ni les pluies diluviennes, ni les bus surchargés. C'est là le véritable triomphe de Granutech. Nous avons pris les déchets les plus difficiles. Nous les avons fait traverser l'enfer à 180 degrés, nous avons transformé leur nature chimique et en avons fait le fondement d'une circulation sûre. Ici, sur cette plateforme, au milieu de la vapeur et du fracas métallique, vous comprenez. L'avenir n'a pas nécessairement besoin d'être propre et blanc. Parfois, il est noir, collant et sent le caoutchouc brûlant. Au milieu du Pacifique, il y a une île qui flotte. Sauf qu'elle n'est pas en terre, elle est en plastique. 150 millions de tonnes de déchets, une surface grande comme 3 fois la France. Et elle grossit. 10 millions de tonnes de nouveaux plastiques tombent dans l'océan chaque année. De la surface jusqu'à la fosse des Mariannes. Des morceaux de la taille d'un grain de sable et d'autres de la taille d'une valise. Les poissons les avalent. Ensuite, on mange les poissons. On a déjà trouvé des microplastiques dans le sang humain et dans les poumons de nourrissons. Mais il y a des gens qui ont décidé de dévorer cette île, littéralement. Ils ont construit un navire qui avale les déchets de l'océan. Et ça marche. Le problème principal, on ne peut pas aspirer l'océan. Sérieusement. Déployer un filet,
Il ralentit le navire, attrape du poisson, détruit ce qu'on veut sauver. Il faut une autre approche. Et quelqu'un a trouvé. L'idée est simple jusqu'au génie. Laisser l'océan t'apporter les déchets. Le système ressemble à ça. Une immense barrière en U, de 50 à 100 mètres de long, déployée dans l'eau. Le matériau est souple, élastique. Les poissons passent, le plastique non. Le courant pousse l'eau. L'eau emporte le plastique droit dans le piège. Comme un entonnoir. Les gros morceaux, bouteilles, sacs, filets de pêche, sont capturés en premier. Puis les plus petits. Des cloisons spéciales laissent passer l'eau mais retiennent les solides. Simple et élégant. Le navire lui-même est une usine flottante. Plusieurs ponts, chacun avec sa fonction. Sur le pont inférieur, le plastique récolté s'accumule. Au-dessus, la ligne de tri où le matériau est séparé et emballé. Et tout en haut, le centre de commande avec caméra et capteur. Les opérateurs voient tout en temps réel. La vitesse ? De 200 à 500 kg de plastique par heure. Faisons le calcul. 300 kg par heure, ça fait 7 tonnes par jour. 210 tonnes par mois. Plus de 2500 tonnes par an. Un seul système. Un seul. Mais il y a un hic. Le navire ne peut pas transporter des milliers de tonnes. Il coulerait. C'est pourquoi le plastique est stocké dans des conteneurs hermétiques à bord. Conteneur plein, on scelle, direction le port le plus proche, déchargement, retour. Et on recommence. Maintenant, ce qui arrive à ce plastique ensuite. Parce que le jeter dans un four comme ça ne marche pas. Tout ce qu'on sort de l'océan est déjà sale. Algues, bactéries, vases, restes de nourriture. Des mois et des années dans l'eau salée, ça laisse des traces. Première étape, laver et désinfecter. C'est lent et cher. Ensuite, le tri par type. Polyéthylène d'un côté, polypropylène de l'autre, polystyrène à part. Chaque type a son propre cycle de recyclage. Une partie devient des granulés pour de nouveaux produits, une partie du carburant, une partie des matériaux de construction. Mais voilà ce qui compte. Le système attrape précisément les morceaux qui tuent les animaux le plus vite. Les filets de pêche où s'empêtrent les tortues. Les sacs que les dauphins confondent avec des méduses. Le gros plastique se transforme en milliers de fragments dans les estomacs des animaux. Du microplastique dans le poisson dans votre assiette, un cycle de poison. Un seul système ne suffit pas, il en faut des dizaines. La grande plaque de déchets du Pacifique, la Méditerranée, les côtes asiatiques, tous ces endroits appellent à l'aide. Comment ça marche en pratique ? Le système s'installe là où les courants sont forts et réguliers. Il ne court pas après le plastique. Il reste sur place et laisse le courant faire le travail. Économie de carburant et d'énergie. Alimentation par panneaux solaires. Les opérateurs suivent une formation spécialisée. Ils connaissent les courants marins, reconnaissent les types de plastique à vue d'œil, savent travailler en pleine tempête. Quand la tempête est violente, le système peut être désactivé et déplacé. Un autre casse-tête, distinguer le plastique des autres déchets marins. Au fond, il y a des pierres, des branches, des amas d'algues. Les capteurs analysent la densité, la texture, la couleur. L'intelligence artificielle est entraînée à différencier une bouteille en plastique d'un caillou. Et elle le fait mieux que l'œil humain. Quand le système est plein, le tri manuel commence. Les gens séparent le matériau, retirent les résidus organiques, trient les types de plastique. Un travail minutieux, mais sans lui, le recyclage ne serait pas de qualité. Combien ça coûte ? Un système, entre 5 et 20 millions de dollars ? Cher ? Oui. Mais faites un autre calcul.
Combien coûte un océan empoisonné, des animaux morts, du microplastique dans le sang de vos enfants? Et d'un coup, 20 millions, ça semble dérisoire. Actuellement, plusieurs de ces systèmes sont en activité dans le monde. Le plus grand est le système 03, développé par l'organisation The Ocean Cleanup. En 2024, il a extrait 11,5 millions de kilogrammes de plastique. 11,5 millions de l'océan! Mais tant qu'on continue à produire du plastique à usage unique, ces machines sont comme des seaux sous une cascade. La question n'est pas de savoir si la technologie fonctionne. Elle fonctionne. La question est de savoir si elle pourra nous rattraper. Le directeur du projet, quand on lui a demandé si l'océan serait un jour propre, a souri. « Jamais totalement », a-t-il dit. Mais chaque année, avec chaque nouveau système, un peu plus propre. Et c'est tout l'enjeu. Tu as regardé cette vidéo, donc maintenant tu sais aussi. Abonne-toi si tu veux voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand je regarde ce navire avaler des millions de morceaux de plastique, je pense à une seule chose. Pas à la technologie. Au fait que quelqu'un a décidé de ne pas attendre que le problème se règle tout seul et a simplement commencé à le résoudre. Au milieu de l'océan, par tonnes, chaque jour. Si vous plongiez les mains nues dans ce liquide, les brûlures chimiques dévoreraient votre peau jusqu'à l'os en quelques minutes. Et c'est précisément ce poison qui s'écoule à raison de centaines de mètres cubes par heure de chaque usine lourde. Fer, chrome toxique, zinc, acide concentré. Et savez-vous ce qui est le plus effrayant? Dans le monde entier, seulement 5% des eaux industrielles usées sont traitées de manière sûre. Le reste se déverse directement dans les rivières et les lacs dont nous buvons ensuite l'eau. Je suis entré dans une entreprise rare qui a investi des dizaines de millions de dollars dans un circuit fermé et qui recycle jusqu'à tratropisant de son eau pour la réinjecter dans la production. L'opérateur a placé devant moi 2 échantillons et ce que j'ai vu à la sortie dépasse l'entendement. Une seule erreur dans le processus et les toxines retournent dans la nature ou dans les poumons des ouvriers. De telles installations nécessitent des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars rien que pour l'équipement, sans compter les dépenses permanentes en produits chimiques, filtres et contrôles. La plupart des entreprises optent pour le simple rejet ou un traitement minimal, car le cycle complet coûte trop cher. C'est pourquoi ce que vous allez voir maintenant constitue un exemple rare de la façon dont on peut boucler le cycle de l'eau sans détruire l'environnement. Dans les pays qui communiquent leurs données, or, il ne s'agit que de 22 pays, représentant 8% de la population mondiale. Donc, parmi ces pays qui fournissent des données, seuls 38% des eaux usées industrielles subissent un traitement quelconque, et seulement 27% sont traitées de manière sûre. Cela signifie que la majorité des eaux toxiques provenant des usines continuent de se déverser dans les rivières, les lacs ou les bassins de rétention sans traitement approprié. Je suis arrivé aux premières heures du jour, alors qu'une brume légère flottait encore au-dessus du site et que les pompes tournaient déjà à plein régime. L'odeur ici est particulière, un mélange de métal, de produits chimiques et de quelque chose de lourd, d'industriel. Suivez-moi dans l'atelier, je vais vous guider. Nous pénétrons dans une zone qui embaume tout le tableau de Mendeleïev d'un coup, là où commence la véritable bataille pour l'eau pure de toute l'usine. D'abord, les effluents arrivent par d'immenses canalisations, depuis tous les recoins de cette gigantesque entreprise. Nous parlons de volumes insensés, des centaines de mètres cubes par heure d'un cocktail infernal, contaminé par le fer, le chrome toxique, le zinc, des acides agressifs et des milliards de particules en suspension. Si vous osiez épuiser ce liquide à main nue,
Les brûlures chimiques vous rongeraient la peau jusqu'à l'os en quelques minutes à peine. La première chose qu'on fait à ce stade, un pré-traitement brutal. D'énormes grilles automatisées et de solides tamis d'acier récupèrent en continu les gros déchets industriels, la calamine et les objets fortuits emportés accidentellement depuis les ateliers. Ensuite, ce liquide trouble et agressif est acheminé sous pression vers de gigantesques bassins, où les particules lourdes se déposent lentement au fond sous l'effet de la gravité. Les ouvriers appellent ce processus la décantation primaire. Des racleurs radio spéciaux, qui tournent en continu au fond de ces lacs artificiels, évacuent une bonne partie des déchets solides, parfois des dizaines de tonnes de boue toxiques par jour. Ces résidus sales sont ensuite déshydratés et compressés, car ils contiennent quantité de métaux qui peuvent être réutilisés. L'ensemble du processus fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, car l'épuration industrielle de l'eau et l'écologie des usines lourdes ne tolèrent pas la moindre défaillance. Si ces installations d'épuration s'arrêtent, l'usine se noie tout simplement dans ses propres déchets, et les amendes des services environnementaux vident instantanément les poches des propriétaires de plusieurs millions d'euros. Nous nous tenons au bord même d'un réservoir en béton, où l'air est saturé d'un lourd brouillard acide, et là, on comprend parfaitement pourquoi la réutilisation de l'eau n'est pas une tendance, mais une question de survie financière pour l'ensemble du site. Ensuite commence la chimie. On ajoute des coagulants et des flocculants, des substances spéciales qui forcent les fines particules à s'agglomérer en masse plus grosse. Ces amas se déposent ensuite au fond, ou bien on les fait remonter à la surface par injection d'air avant de les retirer. On corrige l'acidité de l'eau pour faire précipiter les métaux. C'est l'étape où tout peut basculer. Si le dosage est incorrect, soit la pollution persiste, soit on gaspille des millions de dollars par an en produits chimiques superflus. Après cette première épuration, l'eau paraît déjà plus limpide, mais reste impropre à la réutilisation. Passons à l'étape biologique. Dans d'immenses bassins d'aération, l'eau se charge d'oxygène et de bactéries spécialisées qui dévorent les polluants organiques. Les bactéries fonctionnent comme de petites usines. Elles décomposent ce que la chimie n'a pas pris en charge. Le bruit des aérateurs est tel qu'il faut élever la voix. Ce processus dure des heures, parfois des jours, selon la charge polluante. Mais cela ne suffit pas pour une réutilisation. C'est pourquoi intervient le traitement tertiaire, le plus complexe. Ici, l'eau traverse des filtres à sable, puis des membranes d'ultrafiltration, et dans les systèmes les plus modernes, passe par osmose inverse. L'osmose inverse, c'est lorsque l'eau est forcée sous haute pression à travers des membranes qui retiennent même les sels dissous et les microparticules. Le résultat ? Des centaines de milliers de gallons d'eau presque aussi pure que l'eau potable, mais destinée à des usages techniques. J'ai vu l'opérateur présenter deux échantillons, l'eau brute, couleur café, et celle en sortie, transparente comme du cristal. La différence est saisissante. Cette eau épurée, l'usine la réinjecte dans sa production, pour le refroidissement, le nettoyage des équipements, la préparation de solutions. Un tel cycle permet d'économiser des millions de gallons d'eau douce chaque année et réduit les coûts de rejet. Bien sûr, il y a aussi des déchets. Les boues qui s'accumulent sont des concentrés de métaux et de scories. Elles sont également traitées et parfois on parvient même à en extraire de nouveau des substances utiles. Mais cela ajoute de la complexité et des coûts supplémentaires. C'est pourquoi toutes les usines ne se lancent pas dans un traitement complet permettant la réutilisation. Il faut des surfaces considérables, de l'énergie, des ingénieurs qualifiés et un contrôle en laboratoire au quotidien. Une seule défaillance dans le système et toute l'eau peut devenir inutilisable.
l'entreprise s'exposant alors à des amendes ou à un arrêt de production. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les entreprises qui ont mis en place de tels systèmes réduisent leur consommation d'eau fraîche de 60 à 70%, voire davantage. Elles dépendent moins des rivières et des forages, en particulier dans les régions où l'eau manque déjà. Sans compter que moins de substances toxiques sont rejetées dans la nature. C'est un cycle fermé qui fonctionne réellement. Dans l'Union européenne, l'industrie génère plus de 25 milliards et demi de mètres cubes d'eau usée par an. C'est approximativement la moitié du volume total des effluents. Pourtant, seuls 2,5% environ de l'eau traitée sont réutilisés. Le potentiel est bien supérieur. On pourrait réintroduire dans le circuit des quantités bien plus importantes. Je vais encore m'attarder près des filtres finaux pour vous montrer à quoi ressemble l'eau qui est désormais prête à reprendre du service. Mes amis, si vous travaillez dans l'industrie, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment tout fonctionne, dites-nous en commentaire quelle usine vous aimeriez découvrir la prochaine fois. Peut-être un géant de la métallurgie ou un complexe chimique? Abonnez-vous, laissez un like si vous avez appris quelque chose de nouveau, et rendez-vous pour la prochaine visite. Portez-vous bien et préservez l'eau. Imagine qu'un simple morceau de métal rouillé puisse receler un secret qui bouleverse toutes les règles de la sidérurgie. Pourquoi certains lots de ferraille se comportent-ils dans le four comme s'ils dissimulaient quelque chose d'interdit? Et surtout, comment, du chaos des vieilles voitures, des rails et des machines, naît un acier plus pur que le minerai des carrières? Aujourd'hui, vous allez découvrir le processus qui transforme les décharges urbaines en nouvelles mines. Et vous apprendrez à la fin un secret que même la plupart des métallurgistes ignorent, celui qui détermine le destin de chaque coulée. Soyez attentifs, car la réponse se cache là où vous ne l'attendez pas. La collecte de ferraille est cette part invisible de l'industrie sidérurgique sans laquelle les fours à arc électrique ne pourraient fonctionner. Pour qu'une charge relativement homogène arrive dans le four, il faut d'abord que quelqu'un ait trié des milliers de tonnes de vieilles voitures, de machines et de métaux de construction. La chaîne commence au point de collecte. On y apporte de la ferraille domestique, des chutes de négoce métallurgiques, des structures démontées. À l'entrée, tout est pesé, vérifié par document, puis commence le tri par catégorie. Acier d'un côté, fonte, métaux non ferreux, inox, alliages spéciaux. Un site moderne de collecte de ferraille ressemble presque à une mini-usine. Les éléments volumineux, poutres, châssis, carrosserie, sont découpés au chalumeau ou au plasma pour les ramener aux dimensions acceptables par les paniers des fours à arc électrique. Les voitures sont d'abord désarmées. On retire les roues, les batteries, l'électronique, on extrait les fluides, on sépare les métaux non ferreux et les catalyseurs. Ce n'est qu'ensuite que la carrosserie est compressée en blocs briquetés, compacts. Pour la ferraille en tôle et les petits débris, on utilise de puissantes cisailles capables de trancher en un seul passage des poutres et des profilés de plusieurs centimètres d'épaisseur. Le moment clé, éliminer tout ce qui nuirait à la fusion. Peintures à forte teneur en additifs nocifs, gros morceaux de béton, bois, plastique, caoutchouc. Impossible de nettoyer complètement la ferraille, mais plus la préparation est soignée, moins il y a de problèmes au four. Moins de scories, d'explosions dues à l'humidité, de fumée et de gaz toxiques. C'est pourquoi les flux de meilleure qualité proviennent des chutes industrielles, issues des laminoirs ou de la construction mécanique. Peu d'impuretés, dimensions prévisibles, composition chimique de l'acier connu. La ferraille domestique de rue
exige beaucoup plus de traitement manuel et mécanisé. Après le découpage et le nettoyage initial, place aux aimants et aux séparateurs. D'énormes électroaimants fixés au bras des chargeurs collectent les métaux ferreux dans la masse générale de déchets, tandis que des séparateurs à tambour éliminent les fines particules d'acier. Les métaux non ferreux sont traités à part. Ils relèvent d'une autre filière commerciale. La ferraille d'acier est ensuite classée par qualité. Acier bas carbone, haut carbone, allié, inoxydable, etc. Pour les aciéries électriques, il est essentiel qu'aucun morceau d'acier fortement allié ne se glisse par inadvertance dans un lot destiné, par exemple, à la production de simples barres d'armature. C'est pourquoi les grands producteurs travaillent souvent avec des fournisseurs réguliers et imposent des exigences strictes en matière de marquage et d'analyse. La ferraille préparée est ensuite compactée en paquets denses ou chargée dans de grands conteneurs paniers, directement acheminés au four par pont roulant. Le compactage ne sert pas seulement à économiser de l'espace lors du transport. Le métal comprimé chauffe mieux et se tasse de façon prévisible lors de la fusion. Les petits éléments comme les copeaux ou les tôles minces peuvent être briquetés ou ajoutés par portions dans le bain déjà en fusion, afin d'éviter une oxydation excessive et des projections. Au bout de la chaîne de collecte de ferraille se trouve un produit clairement classifié. Chaque lot possède une masse, une composition chimique approximative, une granulométrie et un degré de contamination. Ces lots sont répartis entre les aciéries électriques en fonction de l'acier que l'on prévoit d'élaborer. Pour les armatures et les profilés simples, un mélange de ferraille de construction et de mécanique convient. Pour les aciers à roulement ou inoxydables, il faut des flux spécialisés à la composition strictement contrôlée. Au final, la collecte de ferraille se transforme en véritable industrie minière, urbaine. Au lieu d'extraire le minerai dans une carrière, nous extrayons le fer d'objets déjà fabriqués. C'est précisément de la qualité de ce travail, du tri dans les cours jusqu'aux presses des grands centres, que dépendent la stabilité de la fusion à l'arc électrique et la capacité de l'industrie sidérurgique à évoluer vers un cycle plus circulaire et économe en ressources. Le cœur du processus sidérurgique moderne, c'est le four à arc électrique. À l'intérieur de cet immense bouilloire d'acier tapissé de briques réfractaires, 3 électrodes de graphite, épaisses comme de petits troncs d'arbres, descendent par le haut. Entre l'extrémité des électrodes et la surface de la ferraille jaillissent de puissants arcs électriques. La température dans la zone de l'arc peut atteindre plus de 3500 degrés Celsius, si bien que la ferraille d'acier fond très rapidement. Les morceaux massifs se transforment en métal bouillonnant et en scorie, tandis que le four résiste à ce choc thermique grâce au revêtement réfractaire et au système de refroidissement. Le cycle commence par le chargement du four. Dans une poche ou un panier, on rassemble un mélange de différents types de ferraille. Carrosserie de voitures démontées, chute de laminage, rails désaffectés, rebuts métalliques industriels. En moyenne, 70 à 80% de toute la charge d'un four à arc électrique provient justement de cette ferraille recyclée. Le reste peut être constitué d'ajouts de fer pur, de fondants et d'éléments d'alliage. Ce rapport rend la filière électrique nettement plus écologique que la filière fonte.
Il faut moins de minerais de fer et de coke, les émissions totales de carbone par tonne d'acier sont plus faibles, et un volume considérable de déchets métalliques retourne dans le circuit, au lieu de rouiller dans les décharges. Après le chargement, le couvercle du four s'abaisse, les électrodes traversent les ouvertures et descendent jusqu'au sommet de la charge. Lorsque le courant est envoyé, un arc jaillit entre les extrémités des électrodes et la ferraille, éclatant comme une soudure, mais à une échelle gigantesque. Cet arc fonctionne comme une source de chaleur puissante. L'énergie pénètre directement dans le métal, et non par une flamme de combustible. En quelques minutes, la ferraille d'acier commence à ramollir, puis à fondre et à s'affaisser vers le bas. L'opérateur régule la puissance, la longueur d'arc et la position des électrodes afin que la fusion se déroule de manière uniforme et ne provoque pas d'éclaboussures excessives. Lorsque la majeure partie de la charge est fondue, commence l'ajustement de la composition chimique. On ajoute au four de la chaux et d'autres fondants. Ils forment un laitier qui extrait du métal le soufre et le phosphore. Au besoin, de l'oxygène est injecté par des tuyères spéciales. Il brûle le carbone dissous dans le métal et les résidus d'impuretés indésirables, chauffant davantage le bain. Simultanément, par des ouvertures supérieures ou latérales, on introduit des additifs d'alliage, des ferroalliages contenant manganèse, chrome, nickel, vanadium. Ainsi, à partir de ferrailles hétérogènes, se forme un acier de la classe requise. En fin de coulée, le métal est désoxydé. On ajoute aluminium, silicium ou d'autres éléments qui captent l'oxygène et empêchent la formation de bulles gazeuses dans la pièce finie. Un four à arc électrique moderne, d'une capacité d'environ 100 tonnes, peut transformer en quelques heures une montagne de vieilles carcasses automobiles en une poche uniforme d'acier liquide. Un cycle de fusion prend souvent de 40 à 60 minutes pour un four préchauffé. Chargement, fusion, ajustement de la composition, coulée. La productivité de tels équipements est impressionnante. En une journée, un atelier équipé de plusieurs fours peut produire des milliers de tonnes de métal. Par ailleurs, l'aspect énergétique du procédé devient de plus en plus propre. La part d'électricité provenant de sources renouvelables augmente, si bien que l'empreinte carbone par tonne d'acier diminue encore davantage par rapport au schéma classique du haut fourneau. Lorsque l'analyse des échantillons du bain fondu confirme la composition et la température requise, vient le moment de la coulée. Le four bascule grâce à un système hydraulique et l'acier liquide à près de 1600 degrés est dirigé vers la poche de coulée. Le laitier qui flotte en surface est évité autant que possible ou évacué séparément. Le métal rejoint ensuite soit la poche intermédiaire de la machine de coulée continue, soit les lingotières. La masse en fusion se transforme en un flux continu qui se solidifie sous forme de brames, blooms ou billettes carrées. Ces produits semi-finis sont ensuite laminés en poutrelles, tubes, rails, ferrailles d'armature, tôles, tout ce qui partira dans les bâtiments, les ponts, les machines, pour revenir dans le four des décennies plus tard sous forme de ferraille. La qualité de l'acier issu de la ferraille est comparable à celle des hauts fourneaux et des aciéries à oxygène. Avec une charge de ferraille bien sélectionnée et des régimes d'affinage appropriés, la teneur en impuretés nocives reste minimale, tandis que la proportion de fer et d'éléments d'alliage atteint 99% ou plus de la composition requise. Pour les structures à haute responsabilité, par exemple l'armature des immeubles de grande hauteur ou les pièces mécaniques, on recourt en complément au traitement sous vide et à la métallurgie secondaire.
réduisant encore davantage le taux de gaz et d'inclusion non métallique. La métallurgie à l'arc électrique assure aujourd'hui plus du quart de la production mondiale d'acier et permet de boucler presque entièrement le cycle. Le vieux métal retourne dans le circuit sous forme de nouveaux produits, au lieu de finir sa vie en décharge. Plus l'électricité qui alimente ces fours bascule vers des sources bas carbone, plus l'industrie sidérurgique se rapproche d'un scénario où de grands volumes de matériaux de construction circulent dans le système, avec un impact minimal sur l'environnement. Imaginez une machine de 6000 tonnes. C'est comme empiler 5 immeubles sur une seule pelle. Maintenant, imaginez qu'on démonte ce mastodonte vis par vis, à la main, pendant des mois. Une équipe de 30 personnes découpe l'acier au chalumeau, brise les godets à coups de masse, manipule des grues capables de soulever 200 tonnes d'un coup. Et vous savez ce qu'il y a de plus étonnant ? Presque rien ne finit à la casse. Chaque boulon, chaque tube de cuivre, chaque gramme de métal retrouve une seconde vie. Dans cette vidéo, je vous montre comment les plus grandes pelleteuses du monde se transforment en montagnes de matériaux. Et pourquoi c'est un business à plusieurs millions dont presque personne ne parle. Restez jusqu'au bout, c'est là que ça devient vraiment fascinant. La première chose à comprendre, c'est que ces excavateurs pèsent jusqu'à 6000 tonnes. Pour donner une idée, c'est comme empiler 5 grands immeubles sur un seul godet. Quand la machine arrive en fin de vie, ce qui prend entre 15 et 20 ans d'exploitation, elle devient une carcasse de ferraille, avec quelque chose de précieux à l'intérieur. Le démantèlement commence par l'installation de l'excavateur sur une aire spécialement aménagée. Il s'agit d'une plateforme en béton armé capable de supporter la pression des marteaux lourds et de l'équipement. Tout autour, on installe des grues, l'outil principal du démantèlement. Les plus grosses grues peuvent soulever jusqu'à 200 tonnes, mais pour les grands excavateurs, il faut parfois plusieurs grues simultanément. Les conducteurs de bulldozers et les grutiers démontent tour à tour les parties visibles. D'abord disparaissent les canalisations. Il y en a des dizaines de kilomètres dans une seule machine. Les lignes hydrauliques, les câbles, les systèmes de refroidissement, tout est enroulé et trié par matériaux. Cuivre, titane, aluminium. Tout part dans des conteneurs séparés. Ensuite vient le moteur. C'est un mastodonte qui pèse parfois plus de 200 tonnes. Les grues l'extraient délicatement de la machine. Et là, la précision est de mise. La moindre fausse manœuvre risquerait d'endommager le moteur, ce qui réduirait d'autant les profits du recyclage. Le moteur est démonté à part. On vidange l'huile, on démonte les cylindres, on extrait toutes les entrailles. La cabine du conducteur, c'est un univers en soi. C'est là que siégeait l'homme qui pilotait ce monstre. À l'intérieur, commandes, écrans et leviers hydrauliques s'entremêlent. Tout se démonte à la main, car nombre de pièces sont malléables et risqueraient de s'abîmer sous les coups de marteau. Place ensuite à la flèche de la pelleteuse. C'est la partie la plus spectaculaire, celle qui s'élance vers le ciel. La flèche regorge de vérins hydrauliques et de bobines de câbles. Elle pèse près de 300 tonnes. Les grues démantèlent progressivement cette structure en découpant les fixations métalliques et en retirant les sections une à une. C'est comme résoudre un puzzle géant, à ceci près que chaque pièce vaut de l'argent. Le plus grand trésor, c'est le godet. Un godet d'excavatrice de cette taille peut contenir entre 40 et 60 mètres cubes de matériaux. Sa composition est souvent en acier trempé, la partie la plus précieuse pour le recyclage. Certains godets sont démontés au marteau ferroviaire, qui les brise en morceaux maniables.
D'autres sont découpés au chalumeau oxyacétylénique, ces flammes brûlantes qui sectionnent l'acier comme du beurre. Une fois les parties visibles démontées, on s'attaque au châssis et au système de chenilles. La chaîne à chenilles de la machine pèse entre 400 et 500 tonnes. Une structure massive composée de centaines de maillons individuels. Les spécialistes la démontent maillon par maillon, séparant axes, galets et plaques métalliques. La dernière étape consiste à démonter le système hydraulique. L'hydraulique, c'est comme le système sanguin de l'excavatrice. Des centaines de mètres de tuyaux, de vannes, de pompes et de réservoirs. Tout le fluide est d'abord vidangé dans des conteneurs pour recyclage. Puis on démonte les tuyaux et réservoirs eux-mêmes. Les conduites en cuivre qui composent ces systèmes sont un matériau coûteux. Lorsque tout est démonté, il reste la structure porteuse, le squelette même de la machine. Cette charpente métallique brute pèse environ 1500 tonnes. On la découpe en morceaux plus maniables, pour faciliter le transport, avant de l'envoyer au recyclage. Ces blocs sont ensuite fondus dans de grands fours à plus de 1500 degrés Celsius. L'ensemble du démantèlement d'un tel excavateur prend plusieurs mois. Une équipe de 15 à 30 personnes y travaillent selon l'équipement. Chaque jour, les ouvriers démontent environ 20 à 30 tonnes de ferraille. Le plus fascinant dans ce processus, c'est que pratiquement rien ne part à la décharge. Tous les matériaux sont triés et recyclés. Le cuivre redevient fil électrique, l'acier se transforme en nouvelles pièces, même les joints et les éléments en caoutchouc trouvent une seconde vie. C'est véritablement un cycle fermé. Ce qui fut machine renaîtra sous une autre forme. Certaines pièces sont conservées comme pièces de rechange. Les usines achètent volontiers des pièces d'origine pour les excavateurs plus anciens qui fonctionnent encore. Les vérins hydrauliques, les moteurs, même les boulons et écrous individuels ont de la valeur. Ce qui a pris fin pour une machine devient un nouveau départ pour une autre. La première fois que j'ai assisté à un tel démantèlement, j'ai été frappé de voir comment quelque chose d'aussi colossal pouvait être décomposé pièce par pièce. Une machine qui pèse autant que 200 voitures se transforme progressivement en un tas de matériaux. Mais ce n'est pas un tableau triste, c'est du recyclage, de la réutilisation, une nouvelle vie pour du vieux métal. Une grande partie du démantèlement dépend de la qualification et de l'expérience humaine. L'opérateur de grue doit être extrêmement précis, car il vaut mieux préserver une pièce intacte que de perdre du temps ensuite à la réparer. Les soudeurs fabriquent des fixations temporaires pour démonter les composants lourds en toute sécurité. Tous les mouvements sont planifiés et coordonnés. La sécurité est un aspect essentiel du travail. Sur le site, les sirènes d'alerte retentissent en permanence dès qu'une grue se met en mouvement. Les ouvriers portent casque, gilet et chaussures de sécurité. Un seul mouvement incontrôlé d'une machine peut être fatal. C'est pourquoi le contrôle qualité et la discipline passent avant tout. Les pelleteuses démontées ici proviennent souvent de carrières d'Europe du Nord. Certaines portent encore sur leur flanc le nom de l'entreprise qui les a exploitées pendant 15 ans. Imaginez un instant la quantité de terre qui est passée par ce godet durant toutes ces années. Des millions de tonnes de roches, de charbon ou de gravier. Tout cela a été extrait par ces machines. Le démontage d'une telle pelleteuse représente un coût important. Mais le recyclage du métal permet de couvrir ces dépenses. Une grande partie du matériau a de la valeur. Acier, cuivre, aluminium. Même les lourds composants en fonte sont recherchés par les usines de recyclage. Le dernier jour d'un démantèlement revêt toujours une dimension symbolique. Lorsque les derniers fragments de la vieille excavatrice sont chargés sur les camions en partance pour le recyclage,
on comprend qu'une époque vient de s'achever. La machine qui a servi 15 années durant, accomplissant un travail pénible dans des conditions difficiles, va désormais connaître une nouvelle existence. Comme partie intégrante de la structure de bâtiments, de ponts, de machines neuves. Il ne s'agit pas simplement de démanteler de la ferraille, c'est un processus qui permet à l'économie d'être circulaire. Les ressources métalliques de notre planète sont limitées, aussi le recyclage des vieilles machines constitue-t-il à la fois une nécessité et une sage gestion. Chaque étape de ce processus est réfléchie. Chaque geste vise à préserver au maximum les ressources.